Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Clara, merci d'être venue, de vouloir enregistrer sur Huntington Podcast. On est loin, c'est peut-être pour ça que la connexion des fois sera mauvaise. C'est que toi tu es italienne, tu te trouves en Italie. Est-ce que tu peux nous dire où t'es en Italie? Oui, je me trouve pas loin de la France, mais je suis 20 km avant Ventimille. Presque en France. Voilà, c'est ça, donc sur la Côte d'Azur. De Menton, oui. Voilà. Oui, je suis sur ici ça s'appelle Riviera dei Fiori. D'accord. Ok, donc pour ceux qui connaissent, voilà, sur la Côte d'Azur, à la frontière française-italienne. Clara, aujourd'hui, si j'ai voulu te parler, c'est pour que on va parler de Huntington, parce que Huntington, la maladie, elle a pas de frontières, elle est dans tous les pays. Moi, je voulais commencer en fait une nouvelle série d'échanges avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde et qui nous expliquent un peu comment ils vivent avec la maladie de Huntington. On va commencer par ça. Toi, tu es aidante. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment la maladie de Huntington est arrivée dans ta vie? Alors, moi, j'ai connu la maladie d'Huntington par la famille de mon mari. Son père, il était malade et des frères de son père aussi. Au début, on ne savait pas beaucoup de la maladie parce que dans la famille même, on l'a caché, on ne parlait pas et tout, comme je crois c'est souvent dans les années dernières. Alors, on croyait surtout qu'il s'agit d'une maladie qui comporte des problèmes de mobilisation des choréas, non? Et pas les autres choses qui comportent la maladie, la cognition, le comportement et tout. Mhm. Et on croyait que c'est simplement un problème de mobilité, surtout parce que son père, il a essayé d'être malade, d'être symptomatique beaucoup tard dans sa vie, je crois, 65 années, un truc comme ça. Et n'était pas, en plus, il vivait toute seule. Et alors, on n'avait pas l'occasion de le voir toujours avec les aspects de la maladie et tout. Et les autres frères qui étaient malades, on ne parlait pas de ça. C'était en quelle année, Clara? C'était 1993. D'accord. On s'est connus dans les 1990, pardon. Et après, on s'est mariés dans le 1993, et que c'était l'année qu'on a découvert le jeune qui était responsable de la maladie. Mhm. Comment ça se passe quand vous découvrez la maladie? Parce que ton mari, il la connaissait quand même de nom. Oui, on connaissait les noms de la maladie parce qu'on avait amené son père dans une clinique neurologique pour voir qu'est-ce que sont les problèmes et tout. Et alors, ils ont diagnostiqué cette maladie, mais ils l'ont diagnostiqué sur les symptômes, pas sur. Il n'y avait pas encore les examens de DNA. La recherche génétique, en fait, pour détecter la maladie. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont dit que son père, il avait cette maladie et on l'a connu pour ça. Et est-ce que dans la famille, ça a créé des tensions, justement, de faire ressurgir la maladie?
Non, dans la famille, exactement, Cesare, il a une sœur et tout. Non, pas beaucoup, mais surtout, on savait rien encore. On savait pas la transmissibilité. On savait presque rien. Et alors, il a eu un impact pas très, très fort parce on savait rien. C'est ça. Et Mhm. nous, dans le 1995, on a décidé, Cesare, il a décidé de faire le test pour voir s'il avait les gènes malades ou pas, et pour prendre la décision si avoir des enfants ou pas. Et lui, et c'était positif au test, et on a décidé de ne pas avoir des enfants. Donc en effet, ça a quand même impacté votre vie. Oui, bien sûr, mais on croit tous les deux que c'était une décision presque obligée dès qu'il avait une maladie qu'on ne connaît pas encore beaucoup, qui c'était facilement transmissible parce que le 50% c'est beaucoup, et Mhm. qu'il n'y avait pas une Une cure, une solution, un remède. solution. Oui, oui. Et Clara, je t'ai pas demandé, mais ton mari, aujourd'hui, il est toujours vivant? Oui, bien sûr. On a fait les tests dans le 1995 et il était positif, des symptomatiques. OK. Et après, il est devenu symptomatique les premières fois après 9 ans, 2004. Il avait quel âge? Et ça fait 37. Maintenant, ça fait 17 ans qu'il est symptomatique. Bon, la maladie s'est évoluée, mais il a encore une discrète qualité de vie parce que il parle, pas très très bien, mais il parle. Il fait des jouets avec le computer sur Facebook pour garder les relations avec les amis. Mhm. Et il a des problèmes à marcher. Et il marche Ouais. avec un aide, oui. Lui aime beaucoup faire des VTT. Et il fait des VTT sur le parcours de VTT, pas plus parcours difficile, plus facile, mais il fait des VTT encore. Ah bah Et c'est ça, super. c'est sa vie. Oui, Hmm. ça, c'est Bah, sa vie. ah bah c'est génial qu'il reste encore actif, hein. Oui, il a des problèmes, surtout au principe de la maladie, il avait beaucoup de problèmes comportementaux. C'est Mhm. correct en français, De oui. comportement, ouais. Comportemental, oui. Il s'énervait très, très facilement. Il a, bon, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est beaucoup amélioré. Je ne sais pas si c'est pour le changement de la maladie ensemble à le médicament qu'il prend. Mhm. C'était un peu ma prochaine question, c'est que bah, bien évidemment il y a des symptômes qui ont évolué, mais au niveau du suivi médical, comment ça se passe? Ah, il prend des médicaments qui, vous savez pas, ils sont pas pour expressément pour la maladie. Ils sont des médicaments pour autre chose qui vont améliorer la qualité de la vie. Mhm. Et ça passe, il ne prend beaucoup, mais ça passe discrètement. Il a fait une expérimentation, il était dans une expérimentation avec la pridopidine, je ne sais pas en français, qui c'était une Mhm. expérimentation qui est debout, c'était Teva qui l'a fait. Après, après la deuxième phase, il en a arrêté pour des questions économiques. Et maintenant, il en a repris je ne sais pas si c'est Roche, je crois, qu'il a repris l'expérimentation et ça va marcher mieux. Mais lui, maintenant, il n'est plus dans l'expérimentation, bien sûr. Il en a D'accord. des autres patients. Et ça va, tout ce qui est suivi médical, prise des médicaments et tout ça, il accepte bien? Oui, oui, oui. Il a toujours décidé qu'il voulait pas faire comme son père ou sa sœur aussi, qui ne prend pas, ou pas beaucoup de médicaments. Il a décidé qu'il voulait essayer de la combattre avec tous les moyens possibles et il accepte tranquillement de prendre le médicament.
Donc je comprends que sa sœur est touchée aussi. Oui. Sur ses frères et sœurs, ils sont combien et combien sont touchés? Alors, ils sont deux, lui et sa sœur, simplement. D'accord, Et tous les deux, ils sont touchés. Sa sœur, elle est plus âgée que lui. Lui, maintenant, il a 54 années et sa sœur, 62. Elle d'accord. est devenue symptomatique beaucoup plus tard. Elle avait 54, 55 années. Mais la maladie a progressé plus vite D'accord. sur elle. Elle a perdu beaucoup de poids. Mhm. Et maintenant, elle est dans une maison de retrait. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Maison de retraite, maison de repos, ouais. Oui, c'est ça. Mhm. Oui, dans une maison de repos parce qu'elle n'est pas capable d'être toute seule dans la maison. Bon, et sa famille, c'est pas super pour l'aider. Et alors, D'accord. c'est elle qui a choisi d'aller dans un endroit plus sûr pour elle. Elle a Euh, deux filles qui ont maintenant 30 et 33 années. Et un des deux, je sais qu'avant du Covid, il avait décidé de suivre le parcours pour faire les tests, mais après oui, tout s'est arrêté. Et l'autre, non, d'accord. elle n'est pas intéressée. Moi, Clara, ce qui m'intéresse aussi dans notre échange, moi, je suis très concerné par tout ce qui est prise en charge, comment on peut améliorer au maximum le quotidien des malades. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment en Italie, la prise en charge des malades se fait. Est-ce que tu peux nous dire quels droits vous avez en Italie, quelle aide de l'État vous avez? Presque rien dans l'état, au point de vue médical. C'est-à-dire qu'il y a les associations comme la LIR où nous faisons partie, qui s'occupent de la prise en charge du malade, de la thérapie et tout. Mais pour l'État, c'est pas bon, c'est reconnu comme maladie, mais pas comme, je ne sais pas, comme le Parkinson ou comme l'Alzheimer ou quoi. C'est plus petit, les reconnaissements. Alors, tu peux avoir certaines aides économiques, non? Mhm. Mais certaines autres, non, parce que la maladie, c'est pas encore reconnu. Maintenant, il vient d'approuver aux cameras de députés et au Sénat les nouvelles plans de maladies rares, Mhm. rares Des comment maladies ça s'appelle. rares. Et alors, peut-être qu'il y a quelque chose va changer. Le problème principal, c'est que l'agent ne reconnaît pas que tu es malade si tes symptômes ne sont pas évidents. Si tu n'as pas la choréa Mhm. exactement, Ouais. mais simplement des problèmes de cognition ou des problèmes de caractère comportemental ou Mhm. quoi. Et alors là, c'est moins reconnu. Et l'objectif de l'association sont de faire reconnaître que la personne est malade dès qu'il a le résultat du test. Et D'accord. à partir de ce moment-là, il doit avoir droit à les aides économiques et pas économiques, c'est-à-dire de partir avec la physiothérapie ou la logopédie et tout ça. Qui sinon, Mhm. non, on n'a pas le droit. Mhm. D'accord. En fait, ce que je comprends, c'est tant que l'État n'a pas reconnu le malade en tant que handicapé, il n'y a aucune aide. Et Non, quand, c'est reconnu handicapé, ok? Il est oui, invalide ou 100%, là, oui. Mais il y a des lois qui, par exemple, chacun raison, département, non, région, département oui, dans la oui, France, chaque département. a des règlements différents pour l'aide économique, ok? Mhm. Alors, ici, en Liguria, pour avoir une aide économique, il y a deux différents, non? Il y a Mhm. pour les maladies rares, pour les handicaps, et la maladie de Huntington, c'est pas reconnu pour avoir ce type d'aide économique, ok? Pour avoir l'aide économique,
tu dois avoir un reconnaissement supérieur qui c'est de handicap très grave. OK? Et alors, si toi, simplement, l'handicap très grave, c'est si tu ne peux pas marcher toute seule, si tu ne peux pas accomplir les actes de ta vie toute Mhm. seule. OK? Mais D'accord. un malade d'Huntington qui a des problèmes cognitifs ou comportementaux, c'est aussi un malade Bien sûr. mais Mhm. n'a pas droit à ces reconnaissements économiques, tu comprends. Il Mhm. a aussi besoin de faire des logopédies ou des autres choses. Du kinésithérapie ou autre. Oui, oui. Mhm. Et Et alors, et on espère qu'avec la nouvelle loi, des choses vont changer. bien sûr, bien La sûr. semaine dernière, l'État, le ministère de la Santé, a eu un rencontre par Zoom, ou je ne sais pas exactement, une table ronde sur les aspects de certaines maladies rares pour Mhm. savoir qu'est-ce que c'est nécessaire à faire, que l'État il fait Mhm. pour aider les malades. J'espère que c'est le premier pas pour avoir des amélioraments dans l'aide et économique et pratique. Mhm. D'accord. Ok. Et toi, Clara, tu as également un rôle dans l'association Huntington italienne. Et de par ton rôle, comment quelqu'un qui est malade, mais dont sa famille ne peut pas s'occuper, comment il fait en Italie? Non, je n'ai pas un rôle. Ça fait que je connais le professeur Squitieri et le président de l'association Barbara D'Alessio da longtemps. Et alors, on a beaucoup d'échanges, des échanges d'idées, des Mhm. échanges d'idées. Je me réveille le matin et j'ai pensé en quelque chose, j'ai la perle pour le dire. On peut faire ça, on peut faire comme ça et tout. L'association, la LIRE, on aide les malades avec les visites neurologiques et l'aide psychologique qui c'est totalement gratuit. Et là, c'est l'aide qu'on peut avoir de la part d'eux. Donc avec l'association, vous faites des visites avec une neurologue et une psychologue au domicile du malade? Non, pas au domicile encore parce qu'on n'est pas structuré pour faire ça. D'accord. Il a plusieurs de centres en Italie et on se déplace pour y aller. Le problème, c'est quand le malade, c'est beaucoup, beaucoup malade. Et Mhm. alors, ça devient plus un problème. Et normalement, on cherche de le faire prendre en charge de neurologique sur place qui peut se mettre en contact avec les neurologies de l'association. Un des batailles de l'association, de toutes les associations, c'est qu'il y a un plan thérapeutique, un plan qui Mhm. explique en Italie, ça s'appelle linee guida. Tu comprends? Mhm. Qu'est-ce que c'est linee guida pour la maladie de Huntington? Oui, oui, Des indications précises pour comment agir avec un malade d'Huntington et Mhm. on fait à niveau européen. Alors, le but, c'est de les faire connaître dans tous les hôpitaux, de D'accord. former les personnels médicaux sur ça. Parce que certaines, on ne connaît pas la maladie. On se trouve dans une pièce, un point de secours, et la personne qui est là, elle sait pas, il ne connaît pas qu'est-ce qu'il a devant. Et Mhm. là, c'est difficile. Et ils donnent aussi beaucoup de neurologues, ok? On donne des indications qui sont contraires à ce que la communauté scientifique de l'Huntington donne. OK? Parce que D'accord. sont des vieux médicaments, des vieux thérapies et tout. Alors, un des batailles des associations, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent un règlement commun, une D'accord. ligne d'action commune en toute l'Italie. Et Clara, tu sais, en Italie, combien de personnes sont touchées par la maladie de Huntington? Environ 7 000, 8 000, Mhm. mais
personnes à risque, c'est calculé environ 35 000 D'accord. qui, pour la familiarité, mais qui n'ont pas fait de test, et alors on ne peut pas savoir. Mais par la familiarité, on calcule 35 000, 40 000 environ. Toi, Clara, aujourd'hui, tu t'occupes à 100% de ton mari? Oui, Est-ce que je dois comprendre que tu n'as pas d'aide de vie, tu n'as pas quelqu'un qui vient t'aider pour s'occuper de ton mari chez toi? non, il n'y a pas personne parce que pour l'instant, lui a beaucoup d'autonomie encore. C'est vrai, c'est Alors, vrai. il faut que je suis avec lui quand il mange pour la déglutition. Il faut, bon, les matins quand il se lève, parce qu'il peut tomber dans la maison et tout. Mais il ne veut pas une aide externe parce qu'il il croit, et c'est vrai, qu'il est encore capable d'être autonome. Et, C'est un mais, peu plus difficile pour moi parce que j'ai moins de temps pour moi et sa chose va être lourde certaines fois. et justement, ma question, c'était, en Italie, est-ce que c'est courant? Est-ce que vous avez des aides pour avoir nous on appelle ça des aides de vie, donc c'est-à-dire des personnes qui viennent aider le malade à son domicile. Est-ce que c'est courant en Italie? Si tu peux le demander, c'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup peu de personnel et alors tu peux prendre des personnes avec l'aide économique qui te donne l'État, qui fait ce que je disais avant. Ça, c'est fait pour maintenir le malade à sa maison, à domicile, oui, à domicile, sans l'intervention de le personnel sanitaire de l'État, mais Mhm. avec le personnel privé. Ouais. Euh, bon, on peut l'avoir de l'État, mais c'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Clara, on va bientôt arriver à la fin de l'entretien, ça passe vite. Est-ce que toi, avec du recul maintenant de quelques années, est-ce que t'es contente de ce qui est mis en place pour les malades Huntington, la prise en charge médicale, sociale, les aides financières? Est-ce que tu es contente? La moitié, parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Jusqu'à ce moment-là, on a beaucoup parlé et peu fait dans l'aspect pratique. Et alors, il y a beaucoup à faire, mais j'espère qu'ils maintenant vont écouter notre voix, notre demande, notre position. Parce que c'est une maladie qui a un très grand impact sur la famille. Et il faut que les familles soient aidées pour ça, Mhm. à l'affronter. Alors voilà, quand je te demandais si t'étais contente, je me doutais que t'allais pas me répondre oui, parce que de toute façon, on n'est jamais content et on espère toujours avoir plus d'aide et toujours la meilleure aide et voilà, même moi je suis pas content de l'aide, mais j'en suis tout à fait satisfait et je sais que justement dans d'autres pays c'est beaucoup plus compliqué que l'aide on a nous en France. Mais toi, on va dire, t'as du recul avec quelques années, donc t'as pu voir que il y a quelques années, il y avait peut-être pas autant d'aide et la génération du père de ton mari, il y en avait peut-être pas du tout des aides à ce moment-là. Donc, tu as peut-être pu voir qu'avec le temps, ça s'est amélioré. Ben, je ne sais pas, parce qu'en effet, je ne sais pas si en demandant de l'aide à la génération du père de mon mari, pouvoir l'avoir ou pas. Parce que le problème, c'était qu'on ne demandait pas. Bah oui, oui, oui. Et alors, je ne sais pas. Bon, c'est sûr que pour toutes les maladies, des choses sont améliorées. Pour les Parkinson, pour tout, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais pour te faire un exemple, à Imperia, à l'hôpital, il y a une équipe dans la neurologie, une équipe de psychologues pour aider les patients et les familles des patients. Mais là, c'est destiné aux malades d'Alzheimer et de Parkinson. L'Huntington, ce n'est pas encore Mhm. considéré. En tant que l'Huntington a un impact très grand sur la famille Bien sûr. psychologique.
Mais c'est pas encore considéré ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup à marcher, beaucoup de choses à faire. Mais beaucoup de choses à faire, j'imagine. Merci Clara. Est-ce que je peux te laisser un dernier mot? Est-ce que tu avais quelque chose à dire, un conseil à donner autour de la maladie de Huntington? Je te laisse le dernier mot. Ah, non, la chose comme caregiver, je crois que beaucoup de fois, c'est très difficile de vivre avec une personne qui a la maladie d'Huntington. La chose plus difficile, c'est pas d'apprendre des savoirs qui la personne qui fait qui fait des choses ou qui fait rage ou quoi, c'est la personne malade. Ok, tu connais ça, tu sais ça, tu es au courant de ça. Mais le problème, c'est de le métaboliser. Le savoir, c'est différent de l'accepter, de le métaboliser. C'est ça, c'est-à-dire que de savoir qu'on est malade, c'est différent que d'accepter la maladie en vrai dans la vie avec toute la perte d'autonomie qui arrive au fur et à mesure. Oui, là, c'est pour les malades et aussi parce que tu te trouves devant une personne différente, non? Une personne qui normalement c'est très calme, qui vient t'agresser, te dire des mauvais mots et tout. Et tu sais qui c'est malade, qui c'est la maladie. C'est ça qui est très dur, c'est que la maladie fait changer aussi le caractère ou des attitudes de ton proche. Et en fait, tu sais que c'est la maladie qui le rend comme ça, mais ça reste quand même lui qui fait ça, qui te dit ces choses-là. Et donc, en effet, c'est pas seulement le malade qui est affecté, mais c'est également toute sa famille autour de lui qui est affectée par la maladie. Oui, c'est ça. Je te fais un exemple. Alors, c'est pas vrai, non, mais mon frère, il est mort. Alors, je sais qu'il est mort. Je connais qu'il est mort, qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus vivant. Mais les savoirs, c'est pas le même de l'accepter. En Italie, on dit métaboliser. C'est-à-dire qu'il y a entre moi cette chose. Et ça m'aide à voir les choses et la personne dans une façon différente. À se représenter la réalité. Exactement. Écoute, je te remercie Clara d'avoir pris du temps pour discuter, d'être passée sur Huntington Podcast. Et je te souhaite bon courage et bonjour en Italie. Bonjour à vous et merci de l'opportunité de parler de cette chose. Au revoir Thomas. Merci Clara. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.